Bonjour à tous, vous êtes nombreux à suivre ce talk de la rédaction de l'Argus de l'assurance, organisé en partenariat avec DocaPost sur la confiance numérique. Alors, j'espère que tout le monde nous entend très bien. Si ce n'était pas le cas, faites-nous le savoir par le canal des questions. Alors, le secteur de l'assurance s'est profondément digitalisé. De nombreuses opérations sont désormais proposées aux assurés et prospects en ligne, qu'il s'agisse de souscription, de relations clients, de réglementation ou de gestion de sinistres. Dans un contexte toutefois où beaucoup de citoyens demeurent très méfiants vis-à-vis du web. Alors, quelles solutions numériques existent-ils aujourd'hui pour sécuriser toutes les opérations que j'ai évoquées? Quels sont leurs intérêts? Quels segments concernent-elles plus particulièrement? Pourquoi le développement de ces solutions de protection demeure relativement lent et en quoi le règlement EDAS 2.0 et le portefeuille numérique européen vont peut-être bouleverser tout ça? C'est ce que nous allons voir au cours de leur avenir avec les 4 intervenants de ce talk de la rédaction de l'Argus que je vais vous présenter tout de suite. Loïc Balaï, vous êtes directeur du marché assurance au sein de DocaPost, la filière numérique du groupe La Poste. Éric Barbry, vous êtes avocat associé au sein du cabinet Racine, spécialiste en technologie numérique et protection des données. Nicolas Echeverria, vous êtes directeur des systèmes d'information de DLPK, spécialiste de l'épargne et de la gestion d'actifs, membre du groupe April. Et enfin, Romain Santini, vous êtes directeur de programme transverse, identité numérique et EDAS 2 au sein de DocaPost. Merci messieurs d'être avec nous ce matin. Alors, avant d'attaquer la thématique de ce matin, je voudrais repréciser bien évidemment à tous ceux qui sont connectés avec nous ce matin que vous pouvez poser des questions. C'est le principe du talk. Nous les traiterons tout au fil de l'eau de leur avenir. Alors, c'est un sujet assez complexe. Pour être très didactique, Éric Barbry, de quoi parle-t-on exactement quand on parle d'identité numérique ? J'aime bien parce qu'effectivement, ça commence par un sujet complexe. Ouais. En fait, quand on parle d'identité numérique, déjà, on utilise un mauvais terme. Pourquoi ? Parce que la notion d'identité numérique, vous la trouvez sans doute dans le titre de IDAS 2, mais elle n'est pas définie. Et quand on regarde le Code civil ou d'autres textes, la notion d'identité, la notion d'authentification, qui sont des sujets qu'on utilise quasiment au quotidien, ce sont en fait des termes qui ne sont pas définis. Pourquoi ? Parce que on est plus au niveau du concept, comme je sais pas, la vie privée par exemple, c'est un concept. La notion d'identité, c'est un concept. La notion d'authentification, c'est un concept. Par contre, quand on va être dans IDAS 2 notamment, on va parler d'identification électronique. Et c'est le principe, c'est l'identification qui est en cause, pas l'identité. C'est comment on va identifier des gens dans un environnement électronique. Donc, et c'est pour ça qu'il n'y a que des gens qui font un peu de techno autour de cette table, en fait, c'est un sujet technique. Évidemment, un sujet juridique, sinon vous ne m'auriez pas invité, mais c'est un sujet technique. Et si vous voulez avoir une définition très précise, il faut aller dans IDAS 2. Et dans IDAS 2, il y a une définition effectivement très précise, et je l'ai prise avec moi parce que c'est une définition, et je ne les apprends pas par cœur. L'identification électronique, c'est le processus qui consiste à utiliser des données d'identification personnelle, donc un nom, un prénom, un élément, un document, etc., sous une forme électronique. C'est ça qui différencie ça d'une identité traditionnelle, une carte d'identité ou un passeport, représentant de manière univoque une personne physique ou morale. Et c'est ça qui est intéressant aussi dans la définition, c'est qu'il y a une identité d'une personne morale. Et donc en réalité, c'est un ensemble d'attributs qui vont permettre d'identifier une personne de manière univoque, donc on est sûr que c'est elle, et ça peut être soit une personne physique, soit une personne morale. Voilà, j'ai essayé d'être simple. Ah, écoutez, ça m'a paru très, très simple. Alors, Romain Santini, on a parlé d'EDAS 2, mais avant d'EDAS 2, il y a eu EDAS 1. C'est en 2014 que l'Union européenne applique ce premier règlement. Alors, EDAS pour Electronic Identification and Trust Service, autrement dit identification numérique et service de confiance, même si on vient de voir que c'est plus de l'identification électronique. Enfin, pourquoi, Romain Santini, en tout état de cause, pourquoi l'Europe a souhaité légiférer dans ce domaine ?
Alors initialement, la raison de légiférer sur IDAS premier du nom, l'objectif était de créer un cadre de confiance numérique global à l'échelle de l'Union européenne pour permettre le développement du marché unique numérique, développer les transactions transfrontières. On était à l'époque dans un cadre, avant 2014, où on avait une directive sur la signature électronique, appliquée de manière un peu diverse et variée au sein des États membres de l'UE, et aucune norme commune, aucune interopérabilité réelle sur les sujets d'identification électronique. Et l'ambition du premier règlement IDAS, c'était de créer ce cadre, de passer d'une directive à un règlement et de traiter de front deux sujets. Le sujet de l'identification électronique, effectivement, est distinct de l'identité dans l'absolu, mais l'objectif était clairement de créer un cadre d'interopérabilité et de confiance mutuelle avec des identités numériques nationales reconnues sur les services publics de tous les autres États de l'Union européenne et de l'espace économique européen. Donc ça, c'était l'ambition du texte, plus tout un ensemble de services de confiance qui étendaient le périmètre de la signature électronique à la validation, à la conservation, à l'horodatage, au recommandé électronique, etc. Ce qui a amené aujourd'hui à IDAS V2, c'est qu'IDAS V1 est sorti en 2014, il est devenu progressivement applicable sur les années qui ont suivi. Et notamment dans le domaine de l'identification électronique, ce qui était prévu, c'était que les États puissent commencer à déployer leurs identités numériques à partir de 2015 environ, et qu'en 2018, l'interopérabilité soit atteinte à 100% au sein de l'Union européenne. Le constat qu'a fait la Commission européenne en 2021, c'est un déploiement, on va dire, relativement insuffisant de l'identité numérique au sein des États, des interconnexions, une interopérabilité bien en deçà de ce qui était identifié ou en tout cas souhaité initialement, et globalement un constat d'échec sur le déploiement de l'identité numérique, à la fois en termes de déploiement et à la fois en termes d'adéquation aux usages. On en a parlé, l'identité peut être multiforme, et l'identité au sens de IDAS V1, c'est à l'état civil. Nom, prénom, date de naissance, lieu de naissance. Là où dans la réalité des usages, on a souvent besoin de plus que ça ou de moins que ça. Ce qui nous amènera au wallet ensuite. Ouais, on va venir au wallet. Alors, tout ça, c'est pour créer, vous le dites, le mot de la confiance, c'est-à-dire qu'on puisse faire des échanges dématérialisés dans un climat complètement sécurisé. Le propos est bien là. Alors, justement, Nicolas Echeverria, je l'ai évoqué en vous présentant, donc le groupe DLPK, c'est un spécialiste de l'épargne et de la gestion d'actifs, implanté à Roubaix. Pourquoi ce groupe a-t-il fait le choix de déployer justement des services de confiance, dits de confiance numérique? En fait, on a fait les choix assez tôt et on les a pris sur des logiques qui étaient de la signature électronique dans un premier temps. Pourquoi ? Parce que dans notre modèle aujourd'hui de distribution, et on va travailler avec une quinzaine d'assureurs, des teneurs de compte différents, à la fin, il faut quand même un document qui soit signé. Et dans les processus de nos partenaires assureurs, on a une mixité d'usages. Si je suis digitalisé, je peux avoir de la signature électronique. Finalement, c'est quand même un document PDF qui va arriver aujourd'hui dans les back-office des assureurs. Et il y a quand même toujours du processus papier qui vient à côté. Donc c'est pour ça que les usages aussi arrivent petit à petit dans le monde de l'assurance, parce qu'il faut pouvoir mixer les deux. Et donc on est arrivé, nous, dans une logique de expérience utilisateur unique, quel que soit le contrat, le compte bancaire derrière, l'assureur, c'est systématiquement une même logique de signature électronique. Donc on est bien sur la confiance, mais on le prend sur le fait qu'il faut réassurer l'assureur également. Et on sait que par définition, les services de conformité ont beaucoup de pouvoir chez les assureurs. Il paraît. Et donc, il faut déjà dire, ça fonctionne. Il y a de la jurisprudence qui derrière, effectivement, va apporter également de la valeur à la signature électronique. Et c'était le constat que tu faisais tout à l'heure. Il y a peu de diffusion aujourd'hui, et c'était un peu un échec sur la partie identification et identité, comme on le définissait au départ, parce qu'en fait, il y avait peu d'informations sur la personne. On ne fait pas un KYC complet avec EDAS 1. Alors, vous l'avez implanté à partir de quel moment et vous travaillez avec combien d'assureurs différents? Alors, on a plus de 10 assureurs aujourd'hui qui utilisent nos systèmes. Ça fait plus de 10 ans aujourd'hui qu'on fait de la signature électronique. On a démarré avec de la signature avancée. Donc, norme EDAS 1, on rappelle, simple, avancée, qualifiée sur la partie signature électronique. C'est plus long à mettre en place, ça nécessite un face-à-face, des vérifications d'identité.
Et on a des solutions technologiques, et c'est vrai que c'est un vrai sujet technologique qui permet de faire plus facilement aujourd'hui de la signature qualifiée, à distance, avec ce que chacun connaît aujourd'hui, avec une preuve du vivant, quand on se fait filmer, etc. Et c'est bien la techno qui permet également aujourd'hui d'aller plus vite sur ces solutions-là. Et c'est les mêmes technologies qui sont utilisées, qu'on le fasse entre guillemets en bout de chaîne au moment d'une signature, ou au début, quand on veut démarrer l'identification d'une personne, la collecte de ces informations pour un parcours qui soit sans couture. Pour autant, on voit l'intérêt de ces dispositifs de solutions numériques, de confiance numérique. Pour autant, je crois que c'est Romain l'a évoqué, ça peine un peu à se développer. Alors, Nicolas Echeverria, comment vous analysez est-ce que c'est complexe à mettre en place? Est-ce que les usagers sont réticents à signer, par exemple, pour votre cas, de manière électronique, les contrats, les documents? Qu'est-ce qui fait que, visiblement, et on va y revenir, mais ça peine à rentrer dans les usages? Alors, je pense qu'aujourd'hui, c'est rentrer dans les usages, globalement. En tout cas, au moins sur les logiques de signature électronique et d'identification, en tout cas, pour se connecter sur certains portails. On voit les succès aujourd'hui des France Connect, de l'identité de la Poste, etc. Ça commence à rentrer. Par contre, c'est vrai que le monde de l'assurance est un peu plus conservateur, en règle générale, que la majorité, je pense, des secteurs d'activité. Et on a souvent un petit peu de retard sur le déploiement. Parce qu'il faut passer par des certifications internes sur les différents process. Il y a quand même un coût, on ne va pas se le cacher. Technologiquement, intégrer de nouvelles solutions, ça a toujours un coût. Et puis, comme on doit mixer des processus qui ne sont pas digitalisés avec des processus digitalisés, à un moment, c'est une surcouche, en réalité, de coûts, en disant on va continuer à faire potentiellement du papier, on va commencer à faire du dématérialisé, et je peux avoir de la signature électronique, mais sans avoir eu une phase d'identification au départ, ou inversement. Donc en fait, c'est un petit peu toutes ces couches qui font que ça met du temps, il y a des cycles d'investissement, et il y a toujours un précurseur qui va démarrer et qui va un petit peu éduquer, en tout cas, le marché, faire la preuve que ça fonctionne, et puis derrière, ça suit petit à petit. Oui, c'est un chantier technologique qui a été long. Alors, le chantier technologique n'est pas très long. C'est plutôt derrière les aspects de conformité, de convaincre toutes les parties que oui, c'est bon, ça fonctionne, d'apporter effectivement cette preuve de confiance. Il faut aussi que nous, on fasse cette démarche-là. Oui, donc il faut aussi convaincre, vous l'avez dit, la conformité chez les assureurs, c'est un point qui est de plus en plus important. Donc il vous a fallu convaincre aussi les services conformité de vos partenaires, notamment assureurs, que tout ça était dans les clous. Alors justement, Éric Barbry, est-ce que le recours aux services de confiance numérique peut causer des problèmes juridiques, ou est-ce que, à tout le moins, la mise en place de ces différentes solutions exige un certain nombre de précautions à prendre? Alors, réponse oui à tout. Des précautions, des questions de droit et des problèmes juridiques. Des questions d'abord, vous l'avez évoqué. La première question, c'est l'évangélisation des gens en interne et en externe, en disant ce qu'on a mis en place, c'est juridiquement opposable ou valable ou conforme ou ce qu'on veut. Et c'est vrai que nous, sur la partie purement juridique, ce qu'on fait souvent, c'est on fait un état des lieux de la situation qui est mise en place. Ça s'appelle globalement une legal opinion, par exemple. Et on dit, voilà, nous, on pense que ça marche, c'est conforme à ce qui est demandé par les textes. Sur la partie juridique, évidemment, on n'a aucune compétence sur la partie technique. Ensuite de ça, il y a toute la problématique, et là, c'est la deuxième question, c'est est-ce qu'il y a des choses à faire? Oui, il y a plein de choses à faire, notamment la problématique des relations contractuelles entre vous et les assureurs, entre les assureurs et les clients finaux, etc. Et tout ça, ça s'organise dans des contrats qui doivent être revus, parce que les contrats traditionnels doivent déjà être revus, mais aussi on a des contrats spécifiques liés au fait qu'on passe en numérique, qu'on va appeler pompeusement des conventions de preuve, mais on ne va pas forcément rentrer dans le détail, mais qui sont des conventions, qui sont des contrats en fait sur lesquels on va se mettre d'accord pour accepter que la solution de signature électronique ou d'archivage électronique ou autre soit celle qui va être mise en place pour être opposable entre les parties. Donc ça c'est pour la deuxième question qui est est-ce qu'on a des sujets à traiter, du contractuel notamment. Et la troisième c'est le contentieux, parce que nécessairement, quand quelqu'un ensuite va avoir une difficulté, il n'a pas obtenu ce qu'il voulait, il n'a pas été remboursé comme il voulait, il n'a pas ceci, il n'a pas cela, bref, on a des sujets.
La question qui va se poser, c'est mais est-ce que l'engagement qui était pris était valable ou pas? Voilà. Et là, on va repartir sur la problématique numéro 1, qui est, c'est pas parce qu'on a dit que c'était bien qu'on va réussir à convaincre le juge, et il va falloir convaincre effectivement le juge. Et comme vous l'avez dit, il y a des problématiques de jurisprudence. Donc la jurisprudence, en gros, c'est les juges qui pensent que, à peu près dans le même sens, la situation doit être blanche, verte ou rouge. Et là, on a parfois des surprises parce qu'on a des décisions. Alors maintenant, c'est moins vrai, mais à une époque, c'était un peu compliqué d'avoir une vision commune, par exemple, sur des problématiques de signature électronique. Il y avait des décisions qui disaient oui, ça le fait, d'autres non, ça le fait moins bien, ou l'autre, ça le fait pas du tout. Maintenant, c'est un petit peu plus stable parce que même le système judiciaire lui-même utilise des signatures électroniques. Ça avait commencé avec la Cour de cassation. On a toutes les relations entre nous et les magistrats qui sont gérés à travers de la signature électronique. Donc maintenant, je pense que l'évangélisation est suffisamment faite et les use cases sont suffisamment bien faits pour que le monde judiciaire comprenne la situation. Mais on a forcément ce genre de questions et il y a tout le temps de la contestation. Oui, on se dit, on a envie de contester une décision qui ne nous arrange pas totalement, on peut essayer d'enfoncer le coin sur en remettant en cause la validité de la base, c'est-à-dire en fait du contrat, voilà, avec l'assureur, ou avec le banquier, ou avec qui vous voulez. Alors, Loïc Balaï, la Poste a créé son identité numérique, l'identité numérique de la Poste. Elle a été créée en 2021, donc ça fait 4 ans. Où est-ce qu'elle en est aujourd'hui dans son déploiement? Quels sont ses premiers usages? Je serais tenté de dire de manière un peu abrupte, à quoi ça sert, l'identité numérique de la Poste? Et surtout, on a dit, ces solutions sont déployées pour créer des échanges en toute confiance. Alors, est-ce que une identité de la Poste numérique, est-ce que c'est vraiment un moyen de lutter contre les usurpations d'identité? On sait que ça existe et que ça a même tendance plutôt à se développer, et de lutter aussi contre certaines fraudes qui peuvent être commises. Alors, déjà, pourquoi le groupe La Poste a créé l'identité numérique? Alors, on était en 2021 un peu pionnier, donc on a pu appeler notre solution identité numérique. Le groupe La Poste a créé cette solution et DocaPost la distribue de manière exclusive. Et pourquoi ça a été créé? Parce que ça fait vraiment partie des valeurs du groupe, c'est-à-dire de prolonger, d'où DocaPost, filiale numérique du groupe La Poste, de prolonger dans le numérique la confiance que porte La Poste dans le monde physique. Et la confiance, le groupe La Poste la symbolise par le facteur, qui est la deuxième personne de confiance des Français. Donc c'est important parce que c'est une solution qui correspond complètement à la promesse du groupe La Poste et aux valeurs du groupe La Poste. C'est un service qui est gratuit, c'est pareil, c'est une valeur aussi du groupe La Poste. Et c'est un service qui est également inclusif, c'est-à-dire vous pouvez créer votre identité numérique à travers un parcours digital qui a été certifié par l'ANSSI. Romain s'en souvient parce qu'il était à l'ANSSI à l'époque, c'est lui qui s'est occupé du processus de certification. Mais vous pouvez aussi la créer en allant tout simplement dans le bureau de poste, si vous n'êtes pas aguerri au parcours digital. Et c'est le postier, sur présentation d'une carte physique papier, d'une carte d'identité physique, qui va la créer à votre place. Donc c'est important, on a voulu que ce soit un service gratuit et inclusif. La première année d'enrôlement, comme tout nouveau service, a été un petit peu timide. Et c'est vraiment à partir de fin 2022 que l'enrôlement a décollé par rapport à la demande de certains sites publics qui avaient des vraies problématiques de fraude à l'identité, de passer à un mode de sécurisation par l'identité numérique. Et le premier site qu'il a mis en place, c'est le compte professionnel de formation, fin 2022, qui avait, à partir du moment où je rappelle un peu le contexte, je pense que ça parlera à tout le monde, où les comptes professionnels de formation sont basculés en euros. Il y a eu énormément de fraude. Et donc la Caisse des dépôts, dans lequel est le compte professionnel de formation, a voulu sécuriser l'entrée en relation, l'accès au compte professionnel de formation, et donc a mis en place l'identité numérique à travers France Connect Plus, puisque derrière France Connect Plus, c'est l'identité numérique de la Poste. L'effet a été assez immédiat. La fraude, elle a été divisée par 10. Elle avait été chiffrée par TracFin à plusieurs dizaines de millions d'euros. Oui. Et donc la fraude a été divisée par 10 et a été quasiment annihilée, le fait qu'on passe à l'identité numérique. Ensuite, il y a eu d'autres cas, le GIP Union Retraite, qui avait des fraudes sur les retraités qui étaient en expatriation,
en preuve du vivant des fraudes où les bénéficiaires des retraités, enfin les descendants des retraités Oui, qui ne étaient décédés déclarent se pas. faisaient passer pour le retraité pour toucher les pensions. Voilà. Donc on l'a mis en place aussi au GIP Union Retraite. Tout ça pour dire qu'il y a encore d'autres déploiements en cours et que ces déploiements, il est vrai, beaucoup tirés par les sites publics ou des services pseudo-publics, ont permis un décollage de l'enrôlement. On est passé, alors juste pour l'illustrer, en 2023, il y avait 400 000 identités numériques de créées. Aujourd'hui, on est à plus de 8 millions d'identités numériques créées. Alors, Éric Barbouri l'a évoqué tout à l'heure. L'identité numérique de la Poste, elle fonctionne pour des particuliers, mais est-ce qu'elle fonctionne aussi pour des personnes morales? Elle peut fonctionner pour des personnes morales également. En tout cas, c'est la vocation de l'identité numérique, puisqu'il y a le même besoin aussi sur les personnes morales, et notamment, par exemple, on a eu des demandes, notamment au niveau des agences bancaires, qui est une identité numérique personne physique et personne morale par rapport à un agent qui va pouvoir entrer sur son espace à travers une identité numérique. Donc, où il doit avoir aussi, il travaille pour le compte d'une banque et il peut mixer avec une identité numérique personne morale. Oui, parce que pour la banque, c'est problématique, c'est de savoir si Loïc Balaï qui l'appelle, c'est bien Loïc Balaï. De la Société Générale. Voilà. Voilà. Alors, je rappelle à toutes les personnes qui nous suivent que vous pouvez nous poser des questions. Alors, on l'a évoqué tout à l'heure, on a eu le fameux règlement EDAS 1. Au début, on a dit EDAS, règlement EDAS en 2014, parce que je pense qu'on ne savait pas qu'il y en aurait un deuxième. Et donc maintenant, il y en a un deuxième, donc on appelle EDAS V2, EDAS 2.0, bon, deuxième mouture, si on peut dire, de ces règlements. Alors, Romain Santini, quels principaux changements apporte EDAS V2 par rapport à la situation? Et vous nous l'avez bien expliqué, vous y reviendrez peut-être en disant, de fait, EDAS 1 n'était pas totalement satisfaisant, et on ne peut pas dire que c'est marché, excusez-moi l'expression, du feu de Dieu. Et pourquoi aussi parle-t-on davantage aujourd'hui de ce règlement, mais alors on y reviendra, qui a été publié, parce que EDAS V2, il a quand même été publié en 2014. Et on sent que tout d'un coup, on en parle un peu plus. Alors déjà, dans un premier temps, qu'est-ce que EDAS V2 change dans cet univers de la confiance numérique? Alors, EDAS V2, qui est un petit peu un abus de langage, on l'appelle comme ça parce que c'est une refonte, une révision du premier règlement EDAS. Son nom réel, c'est Règlement européen sur le cadre pour une identité numérique européenne, un cadre européen d'identité numérique. C'est globalement une refonte, une amélioration de tout ce que contenait le règlement EDAS premier d'Union. C'est une extension du périmètre, on a plus de services de confiance, on a désormais l'archivage, les registres électroniques, on a quelques services techniques qui viennent préciser, encadrer des sujets qui étaient encore insuffisamment, comme la signature à distance. C'est aussi un règlement plus directif. Sur EDAS premier du nom, les États pouvaient déployer des identités numériques. C'était une possibilité, ce n'était pas une obligation. Avec ce nouveau règlement, c'est une obligation. Tous les États doivent déployer des portefeuilles européens d'identité numérique d'ici à décembre 2026. Donc ça change fondamentalement la donne. Et de la même manière, dans le règlement EDAS initial, les services publics étaient tenus de reconnaître les identités numériques existantes. Là, on change de paradigme. Les services publics sont toujours tenus d'accepter les portefeuilles européens d'identité numérique, ainsi que toutes les entreprises à partir du niveau ETI qui font de l'authentification forte. Donc l'exemple qui revient tout le temps, c'est les banques avec les parcours de paiement qui débranchent sur l'application bancaire de la personne. Donc c'est de l'authentification forte. Demain, elles devront accepter que ça débranche vers le portefeuille d'identité numérique et pas vers l'application bancaire. Et enfin, les très grandes plateformes en ligne au sens du Digital Service Act qui vont être tenues de l'accepter. Donc ça, c'est des changements un peu globaux, un peu généraux sur ce règlement. Mais le changement majeur, c'est la création de ce concept de portefeuille européen d'identité numérique qu'il faut voir comme un prolongement de l'identité numérique. On en a déjà un petit peu parlé, on a aujourd'hui une identité numérique monolithique qui ne répond pas nécessairement à tous les besoins. Et là, l'idée du portefeuille, très simplement, c'est de rester dans une logique où on a une application sur son téléphone mobile, comme on le connaît aujourd'hui avec l'identité numérique de la Poste, mais où l'idée, c'est à la fois de préserver cette capacité à prouver son identité, mais d'y ajouter deux autres fonctionnalités importantes.
La première, c'est la capacité à partager ce qu'on appelle des attestations électroniques d'attributs. Enfin, le terme est un petit peu barbare. Ouais, c'est très européen. Hein, voilà. Mais alors, décryptez-nous le barbare. Voilà, donc ça c'est le terme exact et il faut le mentionner. Concrètement, c'est des justificatifs dématérialisés. C'est une preuve de revenu, une preuve de diplôme, une preuve de majorité, le fait qu'on est PDG d'une société ou qu'on a une délégation pour agir au nom d'une société. Enfin, le champ des possibles est entièrement ouvert. Tout ce que permet le portefeuille, c'est de recevoir ces attestations depuis une entité qui a le droit de les émettre, qui est légitime pour le faire, et de les représenter à un tiers. Avec une logique assez intéressante qu'on appelle là encore dans notre jargon la divulgation sélective, mais qui nous permet d'exposer que ce qu'on a envie d'envoyer. Typiquement, je souscris à un crédit, je veux démontrer que je gagne, je ne sais pas, plus de 3 000 € par mois. Je peux envoyer cette information et j'arrête d'envoyer mes bulletins de paie, le détail de mon contrat, etc. Ça, c'est un point, excusez-moi, mais ça, c'est un point majeur. C'est un changement majeur, puisqu'aujourd'hui, si vous voulez démontrer que vous gagnez plus de 3 000 €, vous êtes obligé d'envoyer votre fiche de paie avec l'attestation que vous êtes bien employé chez monsieur machin, que vous n'avez pas trafiqué votre fiche de paie, enfin bon. Et tout ça se balade parce qu'on envoie ça par mail. Voilà. Vous dites demain, dans ce... Alors, ce portefeuille qu'on appelle aussi, dans ce bel anglicisme, le dit wallet, voilà, donc, mais le portefeuille européen, j'aurais fait attester que je gagne plus de 3 000 €, et quand on me demandera mes revenus, je pourrais dire, voilà, je vous partage cette information, cet attribut, je gagne plus de 3 000 €. C'est exactement ça, et ça apporte à la fois de la protection pour la personne physique qui utilise le portefeuille, pour l'utilisateur, parce qu'il n'expose que les données réellement utiles et proportionnées aux besoins. Et ça apporte, et je pense que d'autres intervenants y reviendront, mais également beaucoup de sécurité pour le récepteur de cette donnée. Parce qu'entre un bulletin de paie qu'on peut modifier à la main ou une attestation électronique qui passe par le portefeuille et qui est soumise à des règles strictes en matière de signature cryptographique, etc., on a une capacité à frauder qui est beaucoup plus restreinte. Et pour finir sur le portefeuille, on a une troisième fonctionnalité qui est importante, alors qui n'est pas nouvelle du tout, mais qui est la capacité pour l'utilisateur du portefeuille à faire de la signature électronique qualifiée ou du cachet électronique qualifié si on parle d'une personne morale. C'est pas nouveau, mais par contre, de la même manière que l'identité numérique a du mal à se déployer, très clairement, la signature électronique qualifiée pour le grand public, et je dirais même par extension pour les petits entrepreneurs, a quand même du mal aujourd'hui à se déployer. Et là, le vrai bouleversement, c'est que demain, n'importe qui aura dans la main une capacité à signer électroniquement un document, gratuitement pour les usages non professionnels, encadré d'une autre manière pour les usages professionnels, mais ça c'est une vraie avancée. Et donc juste pour conclure sur le portefeuille, et ce qu'il faut en retenir je pense, c'est que l'ambition de la Commission européenne et des États qui ont voté le règlement et du Parlement européen autour de tout ça, c'est vraiment de mettre dans la main du citoyen et du résident un outil qui sert à tout pour les transactions numériques au sein de l'Union européenne demain, potentiellement reconnu au-delà des frontières de l'UE d'ailleurs, sans doute dans un second temps, avec un niveau de sécurité maximal, avec un niveau de protection de la vie privée le plus important possible, et avec une vraie logique d'interopérabilité by design, justement pour dépasser les limites qu'on a pu connaître sur la première version du règlement. Alors, j'ai utilisé, l'expression est un peu usagée, mais est-ce que c'est le couteau suisse de la confiance numérique, ce portefeuille numérique européen ? Je pense que c'est l'idée, oui. Je pense qu'on peut dire ça. C'est l'idée. Alors, on a des questions et on va revenir sur le pourquoi on en parle beaucoup aujourd'hui, parce qu'il y a effectivement, il y a des changements, puis surtout, il y a des rendez-vous qui sont importants. Alors, j'ai une question de Vanessa qui demande, je pense que ça s'adresse à DocaPost, là, sur l'identité numérique de la Poste. Est-ce qu'il faut un compte France Connect et un compte de la Poste pour pouvoir obtenir son identité numérique ? Alors, il faut, je ne sais pas si tu veux y répondre, mais en tout cas, on peut la créer en dehors de France Connect. On peut en dehors de France Connect Plus, pardon. Oui. Et à travers France Connect Plus, on créera une identité numérique de la Poste. Voilà. On peut la créer à travers France Connect Plus ou directement à travers le. Mais il ne faut pas forcément un compte à la Poste. Pardon. Il ne faut pas forcément un compte à la banque postale. Ah non, pas du tout. Il y a une application mobile qui permet de Il y a une application mobile. Une application mobile, comme c'est un enrôlement sur une application mobile. Et alors, j'ai une autre application où on évoque les mises en place, alors je ne sais pas, de reconnaissance biométrique. Est-ce que ça a été beaucoup utilisé, la biométrie, la reconnaissance biométrique ?
Alors techniquement, je ne saurais pas répondre. Juridiquement, c'est un peu l'enfer sur Terre. Ah, Parce que on combine des réglementations qui sont celles qui peuvent être celles d'IDAS 2 ou d'autres réglementations, et on combine aussi une autre réglementation qui ne nous fait pas toujours du bien tous les matins quand on se lève, c'est le RGPD, qui considère que tout ce qui va être biométrie en général, c'est une donnée considérée comme particulière au sens de l'article 9, ce qui veut dire que c'est un enfer à mettre en place, avec des régulateurs, que ce soit la CNIL en France ou d'autres en Europe, qui ne sont pas très favorables, il faut être honnête, à ce genre de choses. Et comme on sait, mais ça je ne veux pas parler à la place des hommes de l'art, que si on veut faire des choses à distance, on va être un peu obligé de faire de la biométrie. Il va nécessairement y avoir des voies de passage à trouver entre le compromis qu'on doit rechercher au niveau d'IDAS 2, qui est de s'assurer que quand on va avoir un e-wallet, c'est bien la bonne personne, sinon ça n'a strictement aucun intérêt, puisque comme vous l'avez fort justement rappelé, ce e-wallet, c'est vraiment le couteau suisse. Je suis assez d'accord avec ça. C'est-à-dire, notamment, ça va permettre de signer des documents, donc c'est quelque chose de relativement fort. Et à côté de ça, les contraintes qu'on peut avoir sur la protection de la vie privée, les données personnelles, la biométrie et les règles des autorités de contrôle. Donc c'est un vrai sujet en fait. c'est un vrai sujet. Alors, on nous demande, est-ce qu'on sait quel taux d'application par les clients finaux quand c'est pas obligatoire? Ça, je dois dire je suis pas sûr qu'on possède ce genre de données. Voilà. Alors, j'ai une autre question sur FIDA. On va y venir tout de suite. Alors, avant, Loïc, Balaï, comment se comporte l'assurance vis-à-vis de l'identité numérique? Et est-ce que EDAS V2 peut favoriser de nouveaux usages? Et si oui, dans quel segment d'activité? Alors, je vais d'abord parler de l'identité numérique spécifiquement, et je parlerai d'IDAS 2 après. Comme le disait Nicolas, l'assurance a mis un petit peu de temps à démarrer, mais ça fait 1 an qu'on voit vraiment... Ça commence ça commence vraiment à frémir et qu'on a beaucoup de sollicitations, beaucoup de demandes d'informations, hein, donc on a aussi un rôle pédagogique, et ça fait vraiment depuis 1 an que ça démarre. Les segments de marché qui s'y intéressent le plus, c'est l'assurance patrimoniale, que représente bien Nicolas, donc l'assurance vie, l'épargne retraite. Oui, l'épargne vie, l'épargne retraite. L'épargne salariale aussi, puisque l'assureur ne connaît uniquement la personne morale, il ne connaît pas le salarié. Donc il y a aussi des demandes pour aller sécuriser les extranets d'épargne salariale, pour identifier physiquement le salarié. La prévoyance individuelle, pour identifier aussi, dans le cas de l'indemnisation aussi, pour identifier en entrée de parcours sinistre. Mais plus globalement, on va dire, sur la souscription... Ça, c'est important ce que vous dites. Excusez-moi, je vous coupe, mais on sait que la gestion de sinistre en prévoyance, c'est très compliqué. On envoie des documents, vous êtes sûr que vous êtes bien mort. Est-ce que voilà, ça fait. Il y a beaucoup d'informations transposables en attribut. Oui, tous les personnes, que ce soit dont les époux ou les parents sont décédés, disent c'est quand même une épreuve. On est déjà quand même pas dans un état très et sur la gestion de sinistre prévoyance, effectivement, on peut imaginer. Mais c'est pas que la prévoyance lourde, c'est aussi les indemnités journalières aussi, avec notamment les certificats médicaux qu'il faut fournir. Oui. Donc là-dessus, l'identité numérique peut apporter, les solutions d'authentification numérique sur la fraude documentaire apportent également beaucoup. Mais je veux dire que plus globalement, sur la souscription, plus le produit est complexe, plus il est réglementaire, plus les assureurs et les courtiers s'y intéressent. Et sur l'indemnisation, ça ne concerne pas que l'assurance de personnes, aussi sur notamment un sinistre automobile qui mobilise un écosystème important, assuré, un tiers, un assureur, 2 assureurs, un expert, un réparateur. Aussi, il peut avoir, alors c'est un peu dans une moindre mesure, mais il y a également un intérêt d'aller identifier numériquement tout cet écosystème pour avoir un traitement en confiance et plus rapide du sinistre automobile. D'accord. Alors, EDAS 2, est-ce que ça peut développer de nouveaux usages? On a des questions. Oui. Donc, EDAS 2, est-ce que ça peut développer de nouveaux usages? Alors, IDAS 2, ça va apporter déjà un champ beaucoup plus large. En tout cas, ça va apporter un niveau de sécurité beaucoup plus fort. Donc, des parcours ou des parcours souscription au sinistre qui sont aujourd'hui très risqués et aujourd'hui où ils considèrent que les solutions numériques ne permettent pas un niveau de sécurisation assez important. Donc ils vont se poser la question de pouvoir digitaliser ces parcours-là du fait que le wallet sécurise encore plus
ces parcours. Mais également, IDAS 2 apporte un champ beaucoup plus large en termes d'attributs. Ça va bien au-delà de l'identité numérique, on en parlait tout à l'heure. Donc ça donne des potentialités d'usage assez importantes. Je ne vais pas toutes les citer, hein, mais donc déjà, pour signer, il n'y aura plus qu'à appuyer sur un bouton parce que le wallet aura valeur probante. Donc on n'a pas besoin d'aller appeler une identité numérique pour qu'il y ait une valeur probante en signature qualifiée. Également sur ce que je disais sur les processus sinistres, on va pouvoir beaucoup plus automatiser un processus de sinistre automobile, un processus de sinistre d'indemnité journalière, et également sur la souscription, on va pouvoir automatiser de manière beaucoup plus forte les processus. D'accord. Alors, Éric Barbry, les apports d'IDAS 2, point de vue juridique, et en quoi ce nouveau portefeuille numérique européen peut favoriser le respect notamment de RGPD, hein, vous l'avez évoqué, donc RGPD, le règlement européen sur la protection des données personnelles. Et justement, j'ai une question de Benoît aussi, qui est pour nous, je vais faire un petit paquet là. Alors, Benoît me demande, est-ce qu'on pourrait imaginer que les consentements de communication des données à des tiers, dans le cadre du projet FIDA, soient gérés dans le dit wallet ? Alors, dans le D-Wallet, vous pouvez sans doute ajouter des choses. Alors, il faudrait regarder le texte en détail, mais je sais que dans IDAS 2, on vous donne une liste de choses que le wallet est supposé faire. Est-ce que c'est une liste fermée ou est-ce que c'est une liste ouverte ? Je pense que c'est plutôt une liste ouverte, ce qui permettrait justement d'expliquer aussi en quoi le wallet pourrait avoir un intérêt pour des acteurs privés. Pourquoi ? Parce que, on l'a dit, ça coûte une blinde et que c'est bien gentil, un truc gratuit, mais à un moment, il faut que ça soit rentable. En tous les cas, pour les acteurs privés. Et donc, derrière ce e-wallet, on peut sans doute, effectivement, y ajouter un certain nombre de fonctionnalités qui ne sont pas les fonctionnalités de base du e-wallet telles que reconnues par IDAS 2, mais qui pourraient, à ce moment-là, être des services à valeur ajoutée vendus par les éditeurs, enfin les personnes qui vont porter les wallets. Ouais. Pour ce qui concerne après le RGPD et d'une manière plus générale d'autres réglementations, sur le RGPD, il y a un principe, enfin il y en a plusieurs disons dans le RGPD, mais il y a quand même un élément qui est important, c'est que dans les principes directeurs du RGPD, l'article 5, vous avez différents attributs, et notamment le fait qu'on n'a pas le droit de mettre en place un traitement si on n'a pas une bonne raison, on n'a pas le droit d'avoir plus de données que ce dont on a besoin, on ne peut pas les garder plus longtemps que ceci, cela, et on a ajouté quelque chose qui n'était pas dans le texte ancien, enfin dans le texte ancien, c'est-à-dire dans la loi de 78 et dans la directive 95-45 à l'époque, c'est la sécurité des données. La sécurité des données est un des principes fondamentaux du RGPD. Et là, vous répondez à la question, c'est-à-dire qu'en fait, quand on dit transmettez-moi votre feuille d'imposition, transmettez-moi votre copie de carte d'identité, etc., comment on la transmet aujourd'hui ? La plupart du temps, par mail. Oui. En termes de sécurité, j'ai l'impression qu'on peut faire mieux. Okay ? Une fois que c'est en plus envoyé par mail, où on peut faire mieux, c'est stocké où ? Dans la messagerie. On peut sans doute faire mieux. C'est stocké longtemps, puisque dans les entreprises, il n'y a pas vraiment de politique de durée de conservation des courriers électroniques. Ce qui fait qu'après, quand vous vous retrouvez avec un contrôle, et ça m'arrive de temps en temps, de la CNIL qui vient vérifier la manière dont vous luttez contre la fraude, et vous avez raison de lutter contre la fraude, on y reviendra tout à l'heure, il y a la lutte contre la fraude d'un côté, et il y a aussi tout ce qui va être KYC de l'autre, qui font un combo assez fantastique pour pouvoir accéder à des données qui sont des données quand même ultra personnelles. Bien, effectivement, derrière, vous avez bingo gros lot. Si la CNIL vient vous voir en disant vous récupérez des cartes d'identité par mail, vous les gardez où dans la messagerie pendant combien de temps à vie, c'est sûr que ça va faire du vilain. Là, au moins, vous donnez un accès à un élément. Voilà, cet élément, une fois que vous y avez accès et que l'opérateur a pu faire la vérification qu'il avait à faire, normalement, je parle sous votre contrôle, mais il n'a pas à faire des extractions, des duplications, des conservations. Et s'il les fait, il les fera toujours dans un canal qui est un canal sécurisé, maîtrisé. Donc, je pense que le e-wallet va nécessairement dans le bon sens, au sens du RGPD, puisqu'il rassure sur les conditions de stockage, sur les conditions de conservation, les conditions de transmission.
On a plein de questions. Non, pardon. Ah, on a plein de questions. Alors, justement, on rappelle les deux rendez-vous posés par EDAS 2. Donc, en 2026, dès l'année prochaine. Décembre 2026, obligation pour les États membres de l'Union européenne de mettre à disposition au moins un portefeuille européen d'identité numérique à leur population et aux résidents en fonction des choix nationaux. Je crois que c'est ça la règle. Donc, ce n'est pas la fin d'un déploiement, c'est le début du déploiement. Et deuxième jalon, décembre 2027, qui est l'obligation que j'évoquais tout à l'heure pour ce qu'on appelle les parties utilisatrices, c'est encore le jargon, concrètement les accepteurs, d'accepter le portefeuille européen d'identité numérique dans leur parcours. Si vous me l'autorisez, je veux bien rebondir sur la partie RGPD très succinctement. Il y a quelque chose de très intéressant qu'on n'a pas évoqué dans le règlement IDAS V2, enfin dans le nouveau règlement, qui est une déclinaison pratique, opérationnelle du RGPD, dans la mesure où tous les accepteurs, toutes les parties utilisatrices vont avoir l'obligation de s'enregistrer auprès de l'État, enfin auprès d'un État, pour indiquer pourquoi elles veulent s'appuyer sur le portefeuille européen d'identité numérique, de quelles données elles ont besoin, et justifier quelque part la proportionnalité au regard de la finalité du service. Donc là, c'est vraiment une déclinaison très opérationnelle du RGPD, puisqu'en fait, c'est tous les principes qui sont portés de manière pragmatique, et ça va sans doute effectivement garantir qu'on est dans un cadre de confiance et que quand j'utilise moi mon portefeuille en tant que simple citoyen, pas forcément très éveillé sur les sujets de sécurité ou de vie privée. Vous êtes bien éveillé quand même. On peut toujours faire mieux, mais en tout cas je sais que je suis dans un cadre de confiance et que si par exemple un assureur me demande telle donnée, ça a été vérifié, c'est légitime et je peux les envoyer. Oui, ce qui est important. Alors, Nicolas Echeverria, vous avez des questions de Capost. Nicolas Echeverria, comment vous l'abordez, vous, cette nouvelle phase? Est-ce que vous vous dites, tiens, ça ouvre de nouvelles perspectives? Alors, tout à fait, ça ouvre beaucoup de perspectives parce que ça va renforcer l'aspect sécurité. Et surtout, pour moi, ça va déployer des usages qui n'existaient pas auparavant. Et c'est bien ce qu'attend le consommateur. C'est je veux de la sécurité, mais il faut qu'il y ait un intérêt derrière. Oui. Il faut qu'il y ait un usage. Et c'est la même chose pour les assureurs, pour les courtiers. C'est au travers de l'usage qui va créer de la valeur qu'on va être en capacité, effectivement, d'investir sur ces solutions-là. On parlait tout à l'heure de parcours client, de KYC ou de souscription. Aujourd'hui, si vous voulez souscrire un contrat d'assurance vie, ce que font pratiquement tous les Français, ou un PER, vous allez passer 15 minutes sur un parcours pour vous identifier, répondre à l'ensemble des questionnaires, uploader l'ensemble de vos pièces, etc. La partie EDAS 1 permettait potentiellement, à travers d'une identité, de récupérer un nom, un prénom, une date de naissance, mais finalement assez peu de choses. Aujourd'hui, on enrichit les valeurs, on a un certain nombre d'attributs qu'on peut récupérer, de pièces justificatives. Ça permettra peut-être en 2027 d'avoir 30, 40, 50% des éléments nécessaires à un KYC qui seront renseignés dès le début parce que vous êtes identifié. Le KYC, c'est la connaissance du client, effectivement, dans le cadre du souscription. Avec une réglementation forte, vous avez des obligations importantes sur ce domaine, et notamment dans le cadre du LCBFT. Exactement, c'est fait pour renforcer la lutte contre, effectivement, la fraude derrière, blanchiment d'argent, terrorisme, etc. Donc, ça va permettre de démultiplier les usages et d'ouvrir ces produits-là plus facilement, parce qu'on va récupérer un certain nombre, effectivement, d'attributs, donc un certain nombre de valeurs, de champs de votre formulaire. Et au fur et à mesure que les Français vont s'approprier, effectivement, ce wallet, au fur et à mesure qu'on aura des usages complémentaires pour dire, oui, j'accepte de donner tel type d'information à tel partenaire, ça va permettre, effectivement, d'aller peut-être à 60, 80% des informations qui pourront être récoltées. Et en dehors de la souscription, si on a des obligations de mise à jour, si demain, je peux effectivement dire à un client, vous devez mettre à jour votre KYC et qu'il a juste à venir s'identifier et ça renseigne la quasi-totalité des informations pour dire, j'ai pas changé effectivement de régime matrimonial, j'ai pas déménagé, mes revenus sont les mêmes, etc. Mais c'est vraiment un gain de temps, une simplicité, exactement, une sécurisation. Et quand c'est simple, ça renforce malgré tout également la confiance. Oui, parce que les assurés le font d'autant plus, les clients le font d'autant plus que c'est simple. Alors, je peux me permettre de rebondir sur ce qu'a dit Nicolas. Justement, c'est important ce qu'il vient de dire. C'est que les solutions d'identification, il y a l'usage de sécurité, mais également un autre usage qui est d'aller récupérer de la donnée qualifiée. Donc c'est ce que dit Nicolas. Plutôt que demander
à l'entrée en relation et chaque année des justificatifs à l'assuré. L'assuré peut donner mandat sous son identité numérique en consentement à l'assureur pour aller chercher directement de la donnée qualifiée, donc qui est certifiée, qui est sécurisée et qui évite justement de devoir produire des justificatifs. Donc il n'y a pas qu'un sujet réglementaire, il y a aussi un gain en expérience client. D'accord, alors on va arriver dans nos... Alors, Laurence et Maureen, Pierre-Antoine, Frédéric, je vous oublie pas, j'ai bien vos questions. Alors, justement, parce qu'on va arriver un peu... Oui, l'heure tourne, on arrive un peu à la dernière partie qui est la période qui s'ouvre. Alors, première question de Pierre-Antoine. Vous l'avez dit, il y aura une obligation en 2027 d'accepter l'utilisation de l'e-wallet pour s'identifier. Pierre-Antoine nous demande, l'obligation auprès des acteurs privés porte sur la proposition d'un wallet aux clients prospects ou bien un portefeuille permettant l'accès aux différents portefeuilles régaliens privés qui existeront demain. Alors, qu'est-ce qu'on peut préciser, Romain Santini, sur ce point-là? Alors, ce qu'on peut préciser pour l'obligation qui est faite au secteur privé, c'est d'une obligation d'accepter les portefeuilles européens d'identité numérique déployés par les États ou par des entreprises privées avec l'aval des États dans les processus qui demandent de l'authentification forte. Donc, si vous avez un processus aujourd'hui existant qui demande à ce que la personne s'identifie par 2 facteurs, parce qu'elle reçoit un code SMS, parce que ça renvoie vers une application bancaire, c'est pour ça que je prenais l'exemple, vers une application mobile, c'est pour ça que je prenais l'exemple bancaire tout à l'heure, vous avez l'obligation d'accepter en alternative dans les parcours les portefeuilles européens d'identité numérique. Concrètement, vous n'avez pas le droit de dire j'ai ma solution d'identification maison, d'authentification maison et je ne veux pas entendre parler de portefeuille. Voilà. Et vous avez par contre en revanche l'obligation toujours de fournir des voies alternatives. C'est-à-dire que le règlement est protecteur de l'utilisateur. Si je n'ai pas envie d'utiliser un portefeuille européen d'identité numérique en tant qu'utilisateur ou si je n'en ai pas, on ne peut pas m'y forcer. Donc il y a l'obligation de garder des voies alternatives, d'autres solutions d'identification et d'authentification. Très bien. Donc, bien sûr, les questions arrivent à la fin. Mais oui, toujours pareil. Alors, justement, Loïc Balaï, j'ai Frédéric qui me demande, doit-on comprendre que l'application de l'identité numérique de la Poste est un e-wallet EDI correspondant à la norme EDAS 2 qui arrive? Alors, la norme EDAS 2, elle est déjà là. Elle est déjà là. Alors, comment, vous l'avez dit, vous avez une solution d'identité numérique. En fait, la question que vous pose Frédéric, c'est est-ce que votre solution d'identité numérique va évoluer ou pas vers le e-wallet, le portefeuille numérique européen? Tu veux que j'y aille? Oui, alors, la question est très pertinente et la réponse aujourd'hui, je pense que c'est peut-être pour 2 raisons. Alors, l'identité numérique de la Poste aujourd'hui... Donc, vous dites que ce n'est pas encore complètement finalisé. C'est ça, en fait. L'identité numérique de la Poste aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle un moyen d'identification électronique. C'est un moyen de prouver son identité. Je dirais que c'est le socle fondateur de ce qu'est un portefeuille européen d'identité numérique. On y ajoute les attributs, la signature, mais fondamentalement, le cœur du portefeuille, c'est l'identité numérique. Maintenant, le portefeuille est régi par un certain nombre de règles, de standards qui sont pas encore totalement secs. C'est pour ça qu'il doit être déployé à partir de fin 2026, qui fait qu'aujourd'hui, on ne peut pas dire l'identité numérique de la Poste est un portefeuille. Ce serait faux de dire ça, pour plein de raisons. Tout ça est aussi très lié à la stratégie de l'État sur l'identité numérique qui est en cours de construction, qui est portée par la direction interministérielle du numérique avec la participation de tout un ensemble d'acteurs publics, qui doit déterminer demain si la France a un portefeuille européen d'identité numérique, plusieurs, un portefeuille et des identités numériques, quelle place on leur donne dans le public. Tout ça n'est pas encore totalement sec, ça ne dépend pas uniquement de nous. Donc est-ce que la Poste a la capacité demain à faire un portefeuille dans l'absolu? Oui. Il n'y a pas de doute là-dessus. Est-ce qu'on peut s'y préparer? Oui. Est-ce qu'aujourd'hui c'en est un et est-ce qu'on est certain à 100% d'y aller? Non. La réponse est plus honnête à faire. Justement, encore une petite question pour vous. Est-ce que vous pouvez parler de France Identité? Demande Laurence et Maureen. C'est bien la seule reconnue EDAS 2. Quelles sont les différences entre le portefeuille de DocaPost et celui étatique France Identité? Waouh! Alors, Romain, en tant que directeur du programme IDAS 2, je pense que c'est plutôt une question pour Romain, puisqu'il travaille dans les consortiums avec France Identité. Alors, Romain, la différence entre tout ça. C'est vrai que
moi, je les comprends, Laurence et Maureen. On s'y perd un peu des fois. Alors, dites-nous. On peut s'y perdre un peu. Alors, ce qu'il faut voir aujourd'hui, c'est que l'identité numérique de la Poste, comme l'a dit Loïc, a été construite en 2021. C'est une identité numérique d'un niveau de sécurité qu'on appelle substantiel. Et c'était à l'époque le seul moyen d'accéder à des services sensibles au travers de France Connect Plus. France Identité a été déployée plus récemment. C'est aussi une identité numérique qui répond à un niveau de sécurité un petit peu plus élevé, enfin qui est le niveau élevé, qui est aussi aujourd'hui disponible dans France Connect Plus. Donc aujourd'hui, on a effectivement deux solutions, je dirais similaires en termes d'usage et qui permettent d'accéder à des services similaires également. La différence aujourd'hui, c'est que France Identité s'affiche comme le portefeuille ou un portefeuille européen d'identité numérique pour l'État français. Donc ça, c'est l'affichage au niveau national. Et France Identité est délivrée par le ministère de l'Intérieur, par l'agence France Titres, qui aujourd'hui pilote des projets européens à large échelle, qui rassemblent des acteurs privés, publics, auxquels on participe également à leur côté, et qui visent à expérimenter tous ensemble sur le portefeuille européen d'identité numérique et construire l'interopérabilité avec tous les acteurs. Très bien. Alors, parce qu'on a aussi une question de Denise, je vais la poser tout de suite, mais en fait, ce qu'on s'interroge, c'est comment ce monde EDAS 1 et EDAS 2 vont s'articuler. Alors, Eric Bradbury, est-ce qu'on passe de l'un à l'autre et surtout, on voit qu'il y a des tas de questions sur qu'est-ce que le consommateur aura le droit de faire? Est-ce qu'il aura le droit de refuser qu'on lui impose un e-wallet? Est-ce qu'il pourra garder son identité numérique pendant un moment? Est-ce qu'on pourra toujours, par exemple, dans certains cas, utiliser le mail et le mot de passe Alors, jusqu'à la fin, j'aurais dit oui à oui. À la fin, je dis non. Pourquoi je dis non sur mot de passe et identifiant? C'est qu'en réalité, la question, elle est pas vraiment comme ça. Enfin, on ne doit pas la traiter comme ça. On doit la traiter, c'est ce que vous disiez tout à l'heure. Est-ce que l'acteur, qui est un acteur numérique, qui propose un service en ligne, est soumis ou non à des règles d'authentification fortes, à double authentification, triple machin truc, etc., qui fait que, de toute façon, accepter un système simple de type login, mot de passe, machin, ça marche pas. Donc on sera de toute façon obligé de passer par une solution, et c'est déjà le cas aujourd'hui, avec 2 facteurs d'authentification, ou avec à terme le e-wallet, ou n'importe quelle autre solution. Donc ça, c'est pour dire, quand l'acteur est soumis à une obligation d'avoir une vérification forte de l'identité, on va faire ça comme ça, de toute façon, il ne pourra pas passer, il pourra pas continuer à utiliser des systèmes simples, et déjà aujourd'hui, c'est le cas. Concernant l'avenir, c'est ce que disait Romain tout à l'heure, ça va se faire d'abord par étapes. Deuxièmement, il n'y a pas d'obligation, il n'y a pas de règles qui, pour l'instant, obligent les gens à passer par telle ou telle solution. Et je pense que ça va perdurer pendant un certain temps encore. Dans quelques années, je ne lis pas moi dans le mar de café, je serai sans doute à la retraite à ce moment-là, quand il y aura IDAS 3, mais il est peu probable qu'à un moment on dise le truc d'avant c'est fini et maintenant on passe au truc de maintenant. Quand je dis ça, je pense par exemple à des choses aussi bêtes que l'argent, le chèque, les espèces et la carte. Je veux dire, je ne suis pas certain qu'on vive encore très longtemps avec des chèques. Et je ne suis même pas certain qu'on vive encore très longtemps avec de l'argent liquide. Voilà. Il y en a encore beaucoup. Oui, il y en a, mais je veux dire, dans des années, sans doute pas demain matin, mais oui, la convergence va faire qu'on va être en full électronique, donc la question ne va pas se poser. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le sujet. Aujourd'hui, ce n'est pas le débat. On n'imposera à personne d'utiliser un e-wallet. On aura, ce que disait Romain tout à l'heure, des solutions de substitution. Et si je peux rebondir sur ce que dit Loïc. Loïc, puis après j'ai une petite question qui... Non, allez-y, mais j'ai une petite question, il va la préparer la réponse, sur le fait que les idées numériques nationales ne sont pas acceptées de la même manière suivant les États. Est-ce qu'on peut espérer que ça soit compatible? Romain, alors Loïc. Qu'il y a la réglementation et l'appropriation. Nous, déjà, l'identité numérique, c'en est la preuve. Il y a eu un temps quand même de déploiement assez important. Donc de toute façon, il y aura une période, je pense, assez longue, un peu hybride, où, comme le disait Eric, on ne peut pas... S'il y a une obligation de proposer un wallet, il n'est pas obligatoire pour le citoyen. Donc le citoyen peut arriver avec des solutions alternatives qui s'est déjà approprié. Donc par exemple, imaginons qu'un citoyen s'est déjà approprié l'identité numérique et qu'il arrive en exposant son identité numérique
à un assureur et qui ne veut pas exposer son wallet, il pourra parfaitement encore utiliser son identité numérique. Donc il y aura cette phase hybride. Après, quand ils verront que peut-être le wallet apporte plus, mais ça prendra un petit peu plus de temps, quand ils se seront appropriés, il y aura une bascule peut-être progressive vers l'usage du wallet européen, mais il y aura une grosse période de transition. D'hybride. Hybride. Ouais. Ah, hybride, c'est le mot de notre époque. Ouais. Alors, donc là, on avait la question de Philippe Romain sur est-ce qu'on peut espérer que les États européens, les services publics acceptent les mêmes identités numériques entre eux. Alors oui, c'est clairement l'objectif. C'est vrai que c'est pas ce qu'on a vu jusqu'ici avec IDAS V1, parce que le cadre était moins directif et plus complexe. C'est-à-dire que la logique qu'on a connue jusqu'ici, et ce qui se matérialise par une acceptation trop faible des identités numériques, c'est concrètement, si je prends l'identité numérique de la Poste, elle dialogue avec France Connect Plus, qui est ce qu'on appelle un nœud d'interconnexion nationale, qui dialogue lui-même avec les autres nœuds des autres pays, qui eux-mêmes dialoguent avec leurs fournisseurs de services. Tout ça sur des standards qui ne sont pas toujours exactement les mêmes et avec un état de déploiement qui est celui qu'on connaît, qui est aussi lié au fait que les États n'ont pas d'obligation formelle de réellement le déployer. Là, sur IDAS V2, ce qui change fondamentalement, au-delà de ce caractère obligatoire à déployer le portefeuille européen d'identité numérique, c'est qu'on est vraiment sur une logique de reconnaissance de point à point. Donc ce qui va se passer, c'est que là, c'est très directif. Tous les portefeuilles, même s'ils sont conçus au niveau national, ont l'obligation d'être en conformité sur les mêmes standards de communication. Voilà. Alors, j'ai mon identité numérique en France, elle doit être acceptée en Belgique. Parce que visiblement, on a un frontalier qui nous demande... Ah oui, c'est un sujet, l'accès aux pensions en Belgique. Voilà, un sujet, oui. C'est un sujet. Mais ben voilà, on a la réponse, Philippe. Alors, Denise nous demande aussi... c'est l'interaction entre les solutions EDAS 1 et EDAS 2. On y a déjà un peu répondu. Il y aura une transition. Loïc Mahé, il n'est pas question de basculer du jour au lendemain de l'un à l'autre. Non, parce que, comme je vous dis, il ne sera pas obligatoire pour le citoyen. Après, il y aura donc il va y avoir donc un univers où il y aura des différents wallets, différentes solutions d'identité. Donc il y a aussi, et nous, donc chez DocaPost, on s'est quand même, on a investi sur ce sujet-là. Il y a une notion aussi d'agrégation, parce que si les assureurs doivent s'intégrer avec N wallet, N identité numérique, ça devient ingérable pour eux en termes de maintenance. Donc nous, on a voulu aussi se positionner en agrégateur. D'accord. C'est-à-dire un agrégateur. Je ne vois plus les questions. Ouais. Alors, on peut dépasser un tout petit peu, mais on ne va pas dépasser beaucoup. Mais un agrégateur qui permet à l'assureur d'accepter les différentes solutions qu'on lui proposera d'identification. Alors, on l'a déjà aujourd'hui sur les identités numériques. On a un portail qui s'appelle ID 360 qui a une seule intégration avec un portail d'assureur. Et nous, on fédère un portefeuille de différentes identités numériques avec différents niveaux de sécurisation, qui va de l'avancé au qualifié. Donc il y a la nôtre, mais aussi il y a France Connect, il y en a d'autres, qui permettent de faciliter au courtier et à l'assureur l'intégration, puisque lui, il n'a qu'une seule intégration à faire. Nicolas, et on imaginera la même chose sur le wallet. Nicolas Echeverria, alors, vous, comment vous vivez cette période justement de transition? Est-ce que vous vous dites, qu'est-ce que je fais comme choix? Qu'est-ce que vous demanderez aussi à vos assurés? Alors, on me dit qu'on a aussi beaucoup de questions sur les personnes âgées ou peu familières avec le numérique. Comment ne pas les exclure de ce système? Je vais essayer d'y répondre en même temps. Parce qu'en fait, on va raisonner au travers de l'usage. Ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, c'est essayer d'imaginer quels seront les usages de demain. Une fois que les solutions seront déployées, que ça fonctionnera d'un point de vue technique, surtout qu'elles seront adoptées par l'ensemble des citoyens. Parce que s'il n'y a pas d'adoption de l'autre côté, si personne ne crée son identité, ça ne servira pas, entre guillemets, à grand-chose. Mais là, on a normalement tout pour pouvoir le faire. Donc, on avait pris l'exemple, effectivement, de la mise à jour de la connaissance client. C'est des usages qui vont certainement permettre, effectivement, de développer le fait de dire « Ah ouais, non, mais c'est vrai que c'est pénible, toutes les X années, de devoir remettre à jour les informations, etc. Je vais créer derrière mon identité et ce sera plus simple. » Et donc, c'est à nous de pousser également nos clients sur l'usage en leur disant c'est plus simple. Et comme on est sur des métiers, nous, intermédiaires, c'est passer par l'intermédiaire des conseillers en gestion de patrimoine, des courtiers, pour leur dire c'est facilitant pour vous, c'est facilitant pour vos clients, on apporte de la valeur aujourd'hui. Et potentiellement, on réduit peut-être des coûts
également en termes de gestion. Donc C'est du ça gagnant. peut se retrouver. C'est du gagnant-gagnant. Il y a un C'est investissement. pour vous, c'est moins cher, mais il va falloir convaincre vos Voilà. assurés qu'en ayant recours à ces solutions, Exactement. c'est plus simple pour eux. Comme tout service, s'il n'est pas utilisé, il coûte très cher. Même Oui, voilà. Donc il faut l'utiliser. Et donc pour revenir après sur les questions, on a des personnes âgées, des personnes qui potentiellement ont un handicap, etc. Oui. C'est pour ça qu'il n'y a pas la seule méthode de l'identification. On devra proposer effectivement d'autres solutions. Comme aujourd'hui, il y a, sur l'ensemble de vos plateformes, vous pouvez à un moment dire j'imprime un document, je le signe de manière manuscrite parce que j'ai pas confiance, parce que j'ai pas la possibilité, j'ai pas de réseau, je sais pas, enfin plein de raisons qui font qu'à un moment on a toujours une voie alternative Ouais, qui c'est effectivement ce qu'on permet de évoquait tout à l'heure. résoudre effectivement Voilà. ces Si je problèmes. rebondis sur Tout le temps l'inclusion, L'inclusion. à nous, vous imaginez bien que quand on a mis en place l'identité numérique de la Poste sur le compte professionnel de formation, il était évident qu'il fallait, c'est un service inclusif, on ne peut pas empêcher quelqu'un qui ne veut pas créer son identité numérique d'accéder à ces euros. Donc on a créé un back-office qui fait toutes les opérations avec les sécurisations qui s'imposent. Pour les personnes qui ne voulaient pas passer par France Connect Plus pour le compte professionnel de formation. Donc l'inclusion, vous le dites, je suis ravi de cette question, est très importante puisqu'on ne peut pas empêcher à un moment donné, étant donné que ça va concerner les services publics, on ne peut pas à un moment donné empêcher le citoyen d'accéder à un service public parce qu'il ne veut pas à un moment donné créer une identité numérique ou un wallet, sachant que ce n'est pas obligatoire pour lui. Dernier point. Il y a même, si je peux me permettre, Oui, allez-y. il y a même plusieurs dispositions dans IDAS 2 sur l'accessibilité et donc la nécessité de tenir compte by design des personnes en situation de handicap. By design. Dès la conception du e-wallet, parmi les différents éléments on va appeler ça de prérequis techniques, il faut qu'il soit nativement conçu comme pouvant accepter les personnes en situation de handicap. Et ça, c'est noir sur blanc dans IDAS 2. Donc, un dispositif inclusif qui ne doit exclure personne. Dernier point, parce qu'il y avait une question tout à l'heure, je crois que c'était Denise qui la posait, sur le coût de tout ça. Est-ce que, vous l'avez dit, on croit comprendre que pour le particulier, le citoyen européen, l'identité numérique et le e-wallet, on doit lui proposer des formules gratuites. Mais qu'en est-il pour les acteurs privés si des LPK demain veut créer, il va payer? En tout cas, nous, on a une vision aujourd'hui. Il y a deux questions. Il y a le coût, le modèle économique, et puis il y a Oui, parce qu'on se dit, il faut quand même, il y a des infrastructures à créer. Alors en fait, on se dit, qui paie il y a une méta-question avant ça, qui est le rôle du public, le rôle du privé. Il y a des choses qui sont prises par le public, c'est financé par l'impôt, on le sait, c'est comme ça que ça marche, c'est comme ça que fonctionne France Identité. Pour ce qui relève du privé, en fait, on a beaucoup parlé du portefeuille, mais autour du portefeuille, on a besoin d'un écosystème. On parlait d'intégration du portefeuille dans les parcours assurantiels. Ça veut dire intégrer une brique technologique qui permet d'échanger avec le portefeuille, ça veut dire tirer derrière de la validation, de l'archivage, de la conservation de preuves. Tout ça sont des services professionnels qui effectivement ont un coût pour l'entité qui souhaite s'appuyer dessus plutôt que les développer en propre. Il y a un coût, je dirais, inévitable de modification du SI et puis il y a les facturations liées à la contractualisation entre le fournisseur du service et puis le consommateur. Il y aura sans doute aussi des coûts liés à l'émission d'attestations vers le portefeuille. On parlait de justificatifs de revenus, de preuves de diplôme, etc. etc. Tout ça, là aussi, il y a des coûts nécessairement d'équipement pour les entités qui voudront faire de l'émission. Là encore, qu'elles le fassent elles-mêmes ou qu'elles s'appuient sur des solutions comme celles qu'on est en train de développer. Et il y a sans doute un modèle économique à créer qui aujourd'hui n'est pas totalement clair pour rétribuer les émetteurs lors de la consommation de leurs attestations. Ce qui est rendu un petit peu complexe par le fait que le portefeuille est étanche, c'est-à-dire qu'il reçoit des données d'une part, il les resserre de l'autre côté, et on n'a pas de communication entre l'émetteur et le consommateur. Ça, c'est un sujet qui est complexe aujourd'hui. Par contre, il y a certainement des modèles économiques à trouver. Effectivement, vu d'un acteur privé, on développe aujourd'hui des solutions pour interagir avec le portefeuille. On va sans doute développer du portefeuille de personnes morales également. Effectivement, tout ça doit être financé par les consommateurs finaux de ces services. Et pour compléter ce que dit Romain, parce que par rapport à tous les échanges qu'on a avec les assureurs, forcément, en fin de réunion, la question nous est posée sur
le coût et le modèle économique. Oui. On va dire, aujourd'hui, s'il y a un modèle économique qui est installé, c'est sur la signature qualifiée. Exactement. Voilà. Donc, Pardon ? sur la signature qualifiée. Aujourd'hui, quand quelqu'un un acteur privé qui a une signature qualifiée, il va payer pour la signature et pour la solution d'identification en plus qui permet d'être en signature qualifiée. Donc ça, ce modèle économique, il est en place. Après, le modèle économique sur ce qu'on a dit sur les usages en termes d'identification, aller chercher de la donnée qualifiée, on va dire, étant donné qu'on est au début de la mise en place de ces usages et qu'on a beaucoup d'échanges, on va dire que les modèles économiques ils sont en train de se mettre en place. Nous, on a différents scénarios de modèles économiques, mais ça dépend complètement du volume. Si par exemple, à chaque fois, si pour des volumes de passage d'identité numérique énormes, on va forcément adapter le modèle économique par rapport à des volumes qui sont restreints pour un acteur privé. Ça ne va pas être les mêmes. Donc on est vraiment, comme le disait Romain, au début et on va adapter nos modèles économiques en fonction de différents usages et aussi en fonction de la taille des acteurs privés. Juste pour Nicolas. rebondir sur l'adoption, justement, elle va se faire risque élevé, beaucoup de volume de transactions. Vraisemblablement, on pourra aller rapidement, effectivement, sur ces solutions de wallet. Oui. Parce qu'on va mutualiser le coût et on va abaisser le risque en face. Par contre, risque faible, on n'ira peut-être pas tout de suite. Ou volume très faible, c'est peut-être pas non plus économiquement rentable. Voilà, très bien. Stéphanie nous reparle du CPF. Elle dit pas d'identité numérique de la Poste, pas de CPF. Est-ce qu'on peut avoir quand même son CPF via autre chose À travers une solution, un back-office que la Caisse des dépôts nous a demandé de mettre en place pour pouvoir accéder au compte professionnel de formation sans passer par France Connect. Qui effectue les vérifications de confiance. Voilà, on peut avoir son CPF sans France Connect. Alors, on voit, il y avait beaucoup de questions. Elles sont arrivées un peu à la fin, mais par contre, l'heure, c'est l'heure. Écoutez, je voulais... donc, il est plus de 12 heures. Notre talk s'achève. Je voudrais encore remercier nos 4 participants de ce matin, notre partenaire d'Ocapost et bien évidemment tous ceux qui nous ont assidûment suivis durant tout ce talk. Vous pourrez le retrouver en replay dès cet après-midi. C'est disponible sur le site de l'Argus de l'assurance, www.argusdelassurance.com, rubrique webinar. Et puis, si vous avez des questions, je pense que tout un chacun est sur LinkedIn, donc vous pouvez peut-être faire des petits messages si vous avez des questions un peu pointues, notamment aux représentants de DocaPost. Ne leur faites pas trop de... Et puis, de toute façon, on reviendra sur le sujet au travers des articles de l'Argus. Et... parce qu'on s'aperçoit qu'on est quand même qu'au départ de ce sujet, qui est un sujet un peu complexe, mais bougrement intéressant et bougrement d'enjeux importants. Voilà, je vous souhaite, parce que je pense qu'il est l'heure, un bon appétit à tous ceux qui nous suivent, un bon appétit à nos intervenants, et puis merci encore de votre présence, et bonne fin de journée.